année, y a une beauté comme une reine va s'habiller. L'évolution des couronnées avec des femmes plus excellées. Chaque peuple a sa culture et chaque culture identifie le peuple qui la porte. Mesdames, Messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver pour les numéros spéciaux en la 5e édition de Miss USB. Sur ce, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue avec nous. Aujourd'hui, justement, nous allons aborder le phénomène culturel en Haïti, pratiquement l'organisation du secteur culturel en Haïti. Mais bien sûr, nous avons les experts en la matière qui vont interagir. Comme vous pouvez le constater, à ma droite, il y a l'ancien directeur du ministère de la Culture, il est ancien directeur général du MUPANA, ancien directeur de la RTNH et ancien directeur de Télémax, actuel directeur exécutif de projet chez les petits frères et petites sœurs de l'Incarnation. Il répond au nom de Pradel Enriquez. Mes filles, les chères postulantes, je vous dis bonsoir et je vous invite avec moi à accueillir Monsieur Pradel qui va intervenir avec vous sur le thème de la culture. Bonsoir Monsieur Pradel, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Fédéral. Bonsoir aux Miss USB. Je tiens d'abord à dire merci au professeur Markenson François qui a fait appel à moi pour parler de la culture, pour parler de la culture en général et pour parler de la culture haïtienne en particulier, de l'organisation du secteur culturel haïtien. Moi je crois qu'aujourd'hui, la définition même de la culture fait qu'il faut parler, qu'il faut l'imposer à cette société, parce qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus que nous entrons dans une société complètement matérialiste, dans une société où c'est quasiment le règne de la médiocrité. Donc en ce sens, la culture est une réponse à la médiocrité. Et ceci dit, pour parler de la culture, je ne me considère pas comme la seule personne parce qu'il y a tellement de... En Haïti déjà, il y a tellement de personnes, de connaisseurs, il y a beaucoup de gens formés pour parler de la culture. J'ai eu des maîtres. Moi, j'ai été formé à l'École nationale des arts déjà en 83. Et l'un des maîtres pour lequel j'ai beaucoup d'estime, c'est le professeur Philippe Lerbourg. Monsieur Lerbourg qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Haïti et ses peintres. Et qui, déjà dans ce livre, si vous le lisez, parce qu'aujourd'hui j'ai amené aussi des livres pour vous, enfin pour que vous voyez, pour que tout le monde voit, mais dans son livre déjà, il aborde la question de l'organisation du secteur culturel haïtien, M. Lerbourg. Il le fait d'un point de vue historique, de la période indienne jusqu'à récemment, hein, donc qui nous aide à comprendre comment la culture haïtienne s'est organisée à travers le temps. Et donc, là encore, c'est une manière de dire merci au professeur François qui se soucie tellement de ses filles à ce niveau-là que, comme je lui ai dit tantôt, le concours de Miss ici, ce n'est pas un concours de beauté physique seulement, c'est aussi un concours qui revêt toutes les dimensions morales et intellectuelles. Donc, en ce sens, il faut vous féliciter vous-même, vous applaudir. Alors, voyons d'abord ce que c'est que la culture. Disons que la culture, c'est tout ce qui définit notre façon de vivre. Hein? La culture définit notre façon de vivre, notre mode de vie. Et dans le terme de la culture, il y a la religion, il y a la langue, il y a l'art, il y a les savoirs. Donc, il y a tout ce qui caractérise un peuple, tout ce qui caractérise une société, tout ce qui caractérise même un individu. Et disons que moi, j'ai essayé de voir la culture sous ces trois angles. D'abord, il y a l'angle anthropologique, déjà. Sous un aspect anthropologique, la culture entre dans un champ beaucoup plus vaste. Hein? C'est dans un champ très vaste, au point de vue anthropologique, au point de vue ethnologique. Donc, c'est tout un mode de vie, comme je dis, incluant les mœurs, les comportements. Et il y a le deuxième aspect, qui est un aspect beaucoup plus strict, du point de vue purement artistique. Hein? Donc, la culture, vue d'un point de vue strictement artistique, c'est surtout les productions culturelles et les productions des artistes.
D'accord? Bon, il y a un dernier aspect qui est l'aspect de la connaissance générale. Par exemple, quand on dit un homme de culture, quand on dit une femme de culture, donc à ce moment-là, un homme de culture ou une femme de culture, c'est quelqu'un qui a une ouverture au monde, qui a une connaissance de beaucoup de choses, un peu dans le sens où il y a une formule italienne qui disait « Homo sum humani nihil », je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étrange. Donc en ce sens, l'homme de culture, la femme de culture, c'est quelqu'un qui est ouvert au monde, et de plus en plus aujourd'hui, c'est important d'être ouvert au monde dans une société où nous parlons de plus en plus de diversité culturelle, dans une société aussi où les nouvelles technologies nous mettent en contact interactif, immédiat, avec le monde entier, avec vous-même déjà, mais avec tout le monde en général. Donc voilà là, ce qu'on peut dire en tant que définition de la culture. Mais le secteur lui-même n'est pas, le mot lui-même n'est pas un mot creux si nous le prenons du point de vue artistique, du point de vue culturel, du point de vue de la production culturelle et artistique. Il faut voir, par exemple, voyons par exemple les ressources de ce secteur. Dans ce secteur, il y a par exemple les musées qui relèvent de la culture, les écoles d'enseignement primaire et secondaire culturel. Par exemple, ici en Haïti, malheureusement, on n'a pas un enseignement culturel, un enseignement des arts dans nos écoles, même si c'est prévu, par exemple, dans le nouveau programme, mais ça n'a pas été appliqué. Mais ça fait partie, par exemple, des champs culturels. Les théâtres, par exemple, ça relève des champs culturels. Les théâtres, les institutions de théâtre, par exemple. Ici, par exemple, en Haïti, nous n'avons pas un système théâtral très complexe. Nous avons un seul théâtre national et nous n'avons même pas de théâtre privé pratiquement. On n'a même pas de salle. Mais par exemple, dans le modèle français, le système théâtral est un système extrêmement complexe qui va de l'opéra au théâtre moderne, au théâtre traditionnel, etc. Donc le théâtre, ça fait partie de la culture, par exemple. Le cinéma, qui disparaît chez nous, malheureusement, depuis quelque temps. Le cinéma est un élément, est un champ, est une ressource de la culture, et les institutions cinématographiques aussi, les salles de cinéma aussi, que nous n'avons plus, mais qu'on avait dans le temps, ça relève de la culture. Et quoi encore qui relève de la culture? Le patrimoine, par exemple, qui est un élément extrêmement important de la culture, le patrimoine, qui est ce qu'on appelle, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, par exemple. Par exemple, si vous prenez par exemple, les forts que nous avons, les forts Jacques, les forts Marfranc, la citadelle, toutes ces constructions d'un temps entrent à un moment donné dans ce que nous appelons aujourd'hui notre patrimoine. Donc c'est l'héritage, donc c'est ce que les ancêtres, ce que les anciens nous ont laissé, mais que nous aussi, nous sommes obligés de protéger pour les léguer aux autres, à la postérité. Donc le patrimoine, en ce sens, est extrêmement important, au sens où on le retrouve dans 3 temps. On le retrouve dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et donc, ceci dit, les chansons, les artistes aussi, ça fait partie, les individus. Les individus peuvent aussi devenir des patrimoines. Ça veut dire que quand vous avez une personne, par exemple, comme aujourd'hui, je prends un exemple comme ça qui me passe par la tête, une dame comme Viviane Gauthier, qui est danseuse, c'est une personne, c'est un artiste. Donc, c'est un élément de notre culture, mais en même temps, comme aujourd'hui, elle se passe de présentation, on peut la qualifier aussi de patrimoine dans un sens, au sens où elle nous est léguée. Elle nous est léguée et qu'il faut, dans certains pays, on prend toutes les dispositions pour une personne comme Viviane Gauthier soit, pas soit protégée, mais soit qu'on exploite dans le bon sens, qu'on exploite dans le bon sens, et même dans certains qu'elle vit bien. Parce que les artistes en général, ce qu'on remarque chez nous, paradoxalement avec ce qui arrive ailleurs, dans d'autres pays, les artistes chez nous vivent dans la misère, par exemple, vivent mal, mais nos artistes, par définition, n'auraient pas dû vivre mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont une importance capitale dans notre société. Donc, en ce sens, la culture nous identifie comme personne, la culture nous identifie comme peuple, la culture nous identifie aussi par rapport aux autres.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes haïtiens, d'accord, nous différencie des Français, par exemple, nous différencie des Américains, par exemple. Donc, la culture aussi, c'est ce que nous apprenons, que nous nous habituons à faire, qui nous déforme ou qui nous forme, dans le bon comme dans le mauvais sens. D'accord? Donc, ça, c'est du point de vue anthropologique. Maintenant, du point de vue culturel, je vous ai dit, par exemple, je vous ai parlé de l'humain, qui est Viviane Gauthier. J'aurais pu vous citer tous les artistes haïtiens que nous avons. Mais, par exemple, quand vous avez, par exemple, les ouvrages, les livres de nos auteurs, les œuvres de Franck Etienne, par exemple, sont des œuvres qui font partie de notre production culturelle et, en ce sens, qui ont ce qu'on peut appeler une importance capitale du point de vue symbolique, mais on oublie que la culture n'a pas seulement une valeur symbolique au sens abstrait, la culture aussi a une valeur économique. Donc, les différents enjeux, en résumé, vous avez un enjeu esthétique, ça veut dire que la culture, les productions artistiques en général, il y a la beauté derrière, et il y a aussi un enjeu économique, ça veut dire que la culture peut jouer un rôle dans le domaine économique du pays. Hein? Par exemple, on parle de plus en plus aujourd'hui des entreprises culturelles. Donc, qui dit entreprise, il dit emploi. OK? Donc, et à côté des enjeux économiques, il y a aussi les enjeux sociaux, les enjeux de loisirs. Il y a aussi même les enjeux de santé. Et un exemple canadien, par exemple, veut que ils ont compris que chaque $1 investi dans le domaine culturel les empêchait de dépenser $12 dans le domaine de la santé. Hein? Chaque $1 dépensé dans le domaine culturel les empêchait d'investir dans le domaine $12, donc leur épargnait $12 de dépenses en matière de santé. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la culture joue un rôle dans le domaine de l'épanouissement individuel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de loisirs. Remarquez que de plus en plus, par exemple en Haïti, nous vivons sans loisirs. Nous, par exemple, est-ce que vous allez au musée? Est-ce que vous achetez des livres? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous d'acheter des livres? Est-ce que vous allez au cinéma? Mais tout ça fait partie, en principe, de ce qui, en principe, aurait dû embellir votre vie, de ce qui aurait dû contribuer à vous faire vivre plus longtemps. Et que malheureusement, dans certains cas, il n'y a pas d'offre, dans ce sens, par exemple, il n'y a pas d'offre de cinéma, et dans d'autres cas, vous n'avez pas non plus de moyens financiers. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser la place aux questions, parce que je pense que ce sont les questions qui seront les plus importantes. Mais, entre-temps, j'ai voulu quand même vous dire qu'il y a beaucoup de livres et que, en principe, si vous avez le temps, vous procurez ces livres. Par exemple, en Haïti, il y a un livre de Dominique Domersan qui s'appelle « Responsabilité politique et pouvoir politique et responsabilité culturelle ». Donc, c'est sur la politique culturelle, c'est-à-dire sur le rôle, ça s'appelle « Pouvoir politique et responsabilité culturelle ». C'est sur le rôle de l'État dans le domaine de la culture. Il y a un livre aussi de Barbara Prézo qui s'appelle « La richesse culturelle d'Haïti, mythe ou réalité ». Richesse culturelle d'Haïti, mythe ou réalité. Donc ça, c'est des ouvrages haïtiens. Je vous ai parlé tout à l'heure de Haïti et ses peintres. Donc c'est un autre ouvrage de Michel-Philippe Leurbourg qui est un livre sur la peinture haïtienne, mais qui va au-delà de la peinture haïtienne, qui traite beaucoup plus de ça, qui traite de l'histoire de l'art haïtien, mais qui traite aussi de l'histoire du rôle que l'État a toujours joué dans le domaine culturel, notamment sur certains présidents comme Geffrard, Soulouk, etc. Merci. Une culture qui nous identifie en tant que personne, une culture qui nous identifie en tant que nation. Comment celle-ci est organisée? C'est ce que nous venons de voir à l'issue de la présentation de M. Pradel Henriquez. Je rappelle qu'il est ancien directeur du ministère de la Culture et l'actuel directeur exécutif du projet chez les petits frères et les petites sœurs de l'Incarnation. Mesdames, Messieurs, si cette émission est rendue possible, nous ne pouvons ne pas saluer nos collaborateurs. Je veux parler de Télé Éclair, de TVA, de Télé Galaxie, de Télé 6 et Télé Caramel d'Ecaille, de DLN Cours Privé, de CETAR, Centre Technique et Artistique de René, de VIP Femmes, de CNI Office Supplies, de Danis Décor, Hôtel Le Recul, Magalex Store, les Trouvailles de Shirley, le corps professoral et censoral de la USB, cabinet
Hercule Édouard et Associés, Rénal Plaisir, M. Gétro Saint-Ville, Eddie Design, Azor le Maquilleur, Variété Store, Réseau Elohim, Église évangélique Beraka, Côté Lame, Classique Marchand Tailleur, Madame Jacqueline Pierre-Louis, Madame Sheila Batelus, Groupe Quétessence PM, Spectra Couture, CAS, Caisse d'assistance sociale, Destinée Production, Briano le Maquilleur, Francisco le Maquilleur, sans oublier le comité central de la USB. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer notre toute première pause à cette émission. Nous allons vous retrouver pour la série des questions, mais restez des nôtres, on vous revient tout de suite après. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir? DLN Coprivé. DLN Coprivé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact, faites le 31 33 87 87 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44 Ricardou, Tort 65, Carrefour. DLN Coprivé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. L'argent ou les gens? Que faut-il entretenir pour une coopérative financière dynamique? La réponse est à Côté Lame, l'une des plus grandes coopératives d'épargne et de crédit à date en Haïti, avec près de 100 000 sociétaires dans le département de l'Ouest et plus de 25 ans de confiance réciproque. Bien s'occuper des gens, le premier principe pour bien s'occuper de l'argent. Crédit Technologie, c'est un nouveau produit Côté Lame. Ou jeune, et vous voulez ouvrir porte opportunité à conjoint équipement moderne, laptop, smartphone, écran plate, système son, etc. Ou gagnez bon l'idée, Côté Lame a aidé ou investi et ou a payé gens capables. Passez vite dans n'importe où ça, Côté Lame, pour ouvrir canet aujourd'hui à même. Côté Lame fonctionnait 7 jours sur 7 et même jour férié. Côté Lame, on entretient les gens, on entretient leur argent. www.cotelame.com ou téléphonez au 22 30 61 63, 22 30 61 65. Votre avenir professionnel, définitivement, est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction Trileg, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Crissois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre. De retour après la pause, mesdames, messieurs, je vous remercie de rester des nôtres. Je rappelle que vous suivez une émission spéciale conçue autour du thème l'organisation du secteur culturel en Haïti. Mais bien sûr, vous le suivez avec monsieur Pradel Enriquez. Justement, nous sommes à la série des questions. Les postulantes qui ont des questions pertinentes, suite à l'exposé magistral que vient de faire monsieur Enriquez. Je ne sais pas qui va se jeter à l'eau. Merci Fednaël pour le micro. Bonsoir Monsieur Pradel. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Samantha Jérôme, étudiante en ticketing, hôtellerie et tourisme. On sait que la culture d'un peuple définit son identité et forge ses valeurs. Quand nous constatons l'influence de la culture internationale sur tous les plans. Alors, quelles mesures devrait-on appliquer pour inciter les jeunes à renouer avec leur culture? Merci. Chers téléspectateurs, bonsoir. Chers postulantes, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Pradel Enriquez. Je suis Marie-Dor Cafis, étudiante en sciences administratives, gestion des affaires. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement d'après vous sur le plan culturel en Haïti pendant les 10 dernières années? Merci. Bonsoir, Monsieur Pradel. Bonsoir. Je suis Gaynave Dadelien, étudiante en technique et opération bancaire.
On dit souvent qu'on peut sortir un Haïtien d'Haïti, mais on ne peut pas sortir Haïti d'un Haïtien. Ça, je suis parfaitement d'accord avec. Mais pour ceux qui vivent à l'extérieur, qui s'accrochent à la culture du pays d'où ils vivent, qui n'ont aucune idée à la façon que fonctionne la culture haïtienne, pensez-vous vraiment que ces personnes ont de l'Haïti en elles? J'ai compris. Alors, merci pour les questions. Samantha Jérôme veut savoir si on ne devrait pas prendre de mesures pour inciter les jeunes à renouer avec leur culture, parce qu'elle a mentionné dans sa question le rôle, le phénomène d'acculturation qui nous ronge ici, c'est ça? Voilà. Alors, moi je crois que la question de l'acculturation est une question très complexe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord, nous faisons face de plus en plus à un développement accru des moyens de communication et que malheureusement chez nous, ces moyens de communication ne sont pas contrôlés. Donc ça, c'est un premier constat, c'est un premier phénomène qui disons, s'il était contrôlé en termes de mesures, limiterait déjà les dégâts en matière d'acculturation. Maintenant, est-ce qu'on peut inciter les jeunes? Oui, je crois qu'on peut inciter les jeunes à différents niveaux. D'abord, il faut avoir une politique culturelle qui soit consciente de ce danger d'acculturation, il faut le constater, et qui intervient justement en facilitant, par exemple, l'expression de ces jeunes, que les jeunes eux-mêmes puissent s'exprimer, s'imposer, s'imposer dans leur milieu, mais aussi exporter, apporter ce qu'ils créent, ce qu'ils produisent ailleurs. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de l'acculturation. Moi, je vois le phénomène d'acculturation parfois d'une autre manière. Je vois aussi le phénomène d'acculturation comme un moyen d'enrichissement de ma propre culture. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir peur de l'acculturation, je me dis que la culturation, au sens où, parce que nous, ce que nous appelons acculturation, c'est parce qu'il y a une absence totale, parce que nos expressions n'ont aucune place dans l'humanité, quasiment. Parce qu'on n'a pas de moyens financiers et de moyens politiques qui permettent à nos expressions de s'imposer, de s'exprimer, de s'exporter. Donc à ce moment-là, comme la nature a horreur du vide, nous recevons la culture étrangère. Par exemple, aujourd'hui, si nous prenons l'exemple en matière cinématographique, on ne produit pas de cinéma, pas vrai? Mais par contre, on regarde les films étrangers au moins à travers nos petits appareils, nos petits téléphones. Donc, voilà un phénomène extraordinaire. Nous ne produisons pas, par exemple, nos artistes en termes musicaux n'ont pas vraiment de podium régulier pour s'exprimer, mais nous recevons toutes les musiques étrangères. Et ce qui fait qu'à un moment donné, la place est laissée aux productions étrangères. Donc, est-ce que c'est ça que nous appelons acculturation? Dans ce sens-là, je dirais que oui, c'est dangereux parce que c'est une... disons que de la manière que nous avons défini la culture à un moment donné, nous finirons tôt ou tard par oublier nos propres moyens d'expression, voire même nos propres sentiments, mais qu'en réalité, il faut à un moment donné laisser aussi la place à nos expressions pour que nos expressions puissent se confronter aux expressions étrangères que vous considérez comme acculturation et que moi je considère comme un moyen d'enrichissement si nous savons limiter au moins cet enrichissement externe, cet enrichissement qui vient de l'étranger. Voilà. Alors la deuxième question, c'était quel changement durant ces 10 dernières années? Ça, il faut vraiment écrire un livre sur cette question. Et alors, disons qu'au niveau des 10 dernières années, je crois que le changement que j'ai observé, on a eu une baisse malheureusement au niveau de des expressions culturelles haïtiennes. Par exemple, si vous prenez par exemple les années 80, les années 90, les années, disons,
90-2000, hein, après Duvalier, on a eu une véritable explosion artistique. On a eu une véritable explosion artistique. C'est dans ces années-là qu'on a eu, par exemple, tous les grands artistes que nous avons aujourd'hui, comme Emeline Michel, Bito Vaoba, etc., etc. On va avoir d'autres générations d'artistes comme Karim, etc., Djakout, etc., etc. Mais aujourd'hui, si vous remarquez bien, si vous regardez très bien, on n'a plus vraiment de nouveaux, on a de nouveaux talents, mais ils n'ont pas la possibilité de s'imposer avec la même dimension qu'Emeline, par exemple, à l'époque. Donc, en ce sens, non seulement ça a une incidence en termes de quantité, donc on n'a plus le même nombre, mais aussi en termes de qualité, parce que c'est s'imposer des qualités, pas la beauté. Okay? Donc, le succès d'une musique, même si la beauté est quelque chose de relatif, mais le succès d'une musique, c'est aussi le succès d'une certaine esthétique, d'une certaine beauté. Hein? Donc, en ce sens-là, je crois que les 10 dernières années, mais par contre, nous avons eu aussi, dans le domaine littéraire, par contre, on a eu par contre des percées de nos auteurs haïtiens à l'étranger. Hein? De plus en plus, on a eu des percées de nos stars dans certains domaines, notamment dans le domaine littéraire, mais dans d'autres domaines, surtout dans le domaine des spectacles vivants en général, ce qu'on appelle dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'audiovisuel en général, on a eu une baisse de nos propres qualités, hein, qui a laissé la voie à, souvent, malheureusement, la médiocrité, surtout en matière de feuilleton, par exemple, surtout comme je parle de domaine audiovisuel. Donc, en ce sens-là, les 10 dernières années nous ont permis de constater nos limites parce que nous avons aujourd'hui une plongée que nous faisons, hein, et ce que nous produisons aujourd'hui caractérise cette plongée malheureusement. Voilà. L'autre question, c'est une question sur la diaspora, hein, l'haïtien qui vit à l'étranger, c'est ça, ce que nous appelons diaspora. Moi, je crois que l'haïtien qui vit à l'étranger, quand il part, il reste encore haïtien. Hein, il reste encore haïtien. L'haïtien, quel que soit l'endroit où il est, il ne change pas. Il ne change pas. Et je vais vous donner un exemple simple. Un haïtien, quelle que soit sa couleur de peau, hein, quelle que soit sa couleur de peau, dans une foule, quand vous êtes à l'étranger, il pose toujours des gestes, il fait toujours des gestes qui font qu'on peut le remarquer sans problème. Par exemple, vous le suivez de près, quand il va faire pipi, ou après son haïtien qui a fait pipi. Hein. Surtout s'il a pipi en pleine nature, ils essaient de le faire même à l'étranger. Ils ont leur... par exemple, quand à Miami, vous regardez nos haïtiens à Miami, mais vous les voyez dans les rues, vous les voyez dans leur quartier. Vous voyez très clairement que ce sont des haïtiens. Donc l'haïtien part avec son âme, hein, et c'est ce qui nous sauve encore aujourd'hui, c'est que cette culture, malgré le phénomène de la culturation que vous avez constaté, malgré aussi l'absence des politiques, cette culture est forte chez l'haïtien, qu'il soit de l'intérieur, qu'il soit de l'extérieur. D'accord? Chers téléspectateurs, Monsieur Pradel, bonsoir. Je suis Darlene Désiré, une étudiante en assistance administrative et marketing. Pensez-vous pas que le premier changement à faire pour que les Haïtiens puissent adopter leur culture, ça devrait être au niveau médiatique, puisque ce sont eux qui diffusent beaucoup plus les trucs de l'extérieur. Merci. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir les filles. Un bonsoir spécial à vous, Monsieur Pradel. Je suis Junie Michel, étudiante en assistance administrative et marketing. Nous avons un mode de vie. C'est ce qui prouve que nous sommes un peuple et que nous avons notre culture. Alors, j'aimerais que vous lanciez un message aux jeunes qui prennent le plaisir à dire que nous n'avons pas de culture et que nous sommes un peuple imitateur. Merci. Merci Garlène et Julie pour vos questions.
la première question, c'est, à mon avis, le rôle des médias dans le domaine de la culture. Hein? C'est un peu ça. Et la deuxième renvoie, c'est un message aux jeunes qui croient que nous sommes un peuple d'imitateurs, un peuple de singes, un peuple de macaques. Et alors, moi je dirais que les médias ne sont pas nécessairement le premier vecteur, le premier moyen hein, qu'on utiliserait pour adopter, enfin pour se conforter dans sa culture. Et parce qu'il y a plusieurs autres vecteurs. Et il y a des vecteurs encore plus importants que les médias. Le premier vecteur que vous ne pouvez pas imaginer, c'est la famille. C'est la famille. C'est votre famille. C'est là où vous êtes né, c'est là où vous grandissez. Et dans nos familles, il y a malheureusement parfois certains préjugés qui eux-mêmes nous font remettre en question notre culture. Je me souviens, chez moi, de ma grand-mère, feu ma grand-mère, que j'aime beaucoup. Quand à la maison, elle était adventiste, ma grand-mère. Et quand à la maison, j'écoutais les musiques du Magnum Band, avec un petit air de musique vaudou, hein, parce que je crois que quelque part, il y a cette question, elle protestait, alors que le vaudou fait partie de ma culture, de sa culture. Je la choisis comme exemple, pas parce qu'elle est la seule, mais parce que partout dans nos familles, c'est ce qu'on fait. Et qu'il y a certains préjugés dans les familles même ou dans nos écoles. Parce que remarquez que les médias, comme je vous ai dit, ne sont pas les seuls vecteurs de culture ou d'acculturation. La famille est un vecteur important. C'est un vecteur clé, là où le bébé grandit. C'est ce vecteur qui vous apprend à marcher, qui vous apprend à grandir, qui vous apprend à manger à table, qui vous apprend tout. La famille. L'école est un vecteur important. Pas vrai? Les groupes sociaux. Hein? Dans le temps, il y avait les salons littéraires, les clubs, les associations. Sont des vecteurs importants. Vos amis en société sont... C'est important pour vous, les amis, la société. Donc, les médias, effectivement, étant donné qu'ils sont comme une obsession pour nous, qu'ils sont partout, et qu'ils vont loin, et qu'ils atteignent du grand monde, ça atteint beaucoup de monde, ce qu'on appelle les masses médias, ils ont effectivement un rôle important. Mais ce n'est pas le premier rôle, à mon avis. Et que si quelque part, il y avait un changement d'attitude à faire, ce changement, à mon avis, on doit le trouver déjà dans nos familles. Nos familles strictes, nos petites familles, maman, papa, etc., mais aussi dans les familles élargies. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous, ce n'est pas seulement la notion de périmère, c'est aussi la notion, mais même parfois de la-coup. C'est-à-dire que nous grandissons dans un la-coup qui nous forme aussi, ou qui nous déforme. Donc qui nous fait oublier notre culture ou qui nous encourage à aimer notre culture. Okay? Donc ceci pour vous dire que les médias ont un rôle majeur. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment, en ce sens, un travail au niveau de la presse qui permet effectivement, parce que la presse, sans le savoir, fait un travail énorme d'acculturation, mais ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les premiers non plus. D'accord? Donc ça, c'était la première question, la première réponse. Et la deuxième, c'est, comme je viens de vous le dire tantôt, nous avons notre culture en nous. Nous avons notre culture en nous et nous la portons partout où nous allons. Nous marronnons partout en tant qu'Haïtiens. Nous marronnons avec nous-mêmes, nous marronnons avec le blanc, nous marronnons à l'université, à l'étranger. L'Haïtien s'arrange pour être en retard parce que chez lui, c'est une tradition d'être en retard. On amène sa culture partout, on ne l'oublie pas. Donc, en ce sens, cette culture a ses mauvais côtés, comme toute culture a ses mauvais côtés,
Mais comme je vous l'ai dit aussi, nous avons une culture qui reste, qui est forte, qui fait de nous effectivement des gens singuliers, des gens bien ancrés quand nous nous assumons. Hein? Donc, les jeunes doivent savoir que cette culture qui est en eux, c'est une culture qu'il leur faut eux-mêmes, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la presse, quelle que soit la famille, comme je viens de le dire tantôt, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer comme haïtien et qu'il y a un malheur même déjà à entrer dans la peau d'un autre qu'on n'est pas. Hein? Il y a un malheur, c'est-à-dire que c'est justement passer pour, comme je l'ai dit tantôt, pour un singe, pour un macaque. Et ce que nous faisons très bien, malheureusement, depuis quelque temps, nous faisons des choses et nous ne savons même pas le sens de ce que nous faisons. Nous faisons ce que l'autre fait, ce que les autres font, et on ne sait même pas d'où ça vient. Et nous oublions de temps en temps ce que nous, on était en train de faire, hein, qui fait partie de nos traditions, de nos valeurs. Donc, en ce sens, je crois que c'est important que dans les familles sachent nous aider à nous accrocher à certaines valeurs quand elles sont positives, et que nous, en tant que jeunes, on s'accroche aussi à ces valeurs, et qu'à travers ces valeurs, nous sachions renouveler d'autres choses qui sont encore plus positives. Voilà. Je veux répéter, M. Pradel, nous portons notre culture partout où nous allons. Elle nous identifie, elle révèle notre origine. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que nous allons marquer notre deuxième pause à l'émission. Restez des nôtres, on vous revient tout de suite après. L'argent ou les gens? Que faut-il entretenir pour une coopérative financière dynamique? La réponse est à Cotelam, l'une des plus grandes coopératives d'épargne et de crédit à date en Haïti, avec près de 100 000 sociétaires dans le département de l'Ouest et plus de 25 ans de confiance réciproque. Bien s'occuper des gens, le premier principe pour bien s'occuper de l'argent. Crédit Technologie, c'est un nouveau produit Cotelam. Ou jeune, et vous voulez ouvrir porte opportunité avec bon genre équipement moderne, laptop, smartphone, écran plat, système son, etc. Ou gagnez un bon l'idée, Cotelam a aidé ou investi et ou a payé gens capables. Passez vite dans n'importe quelle salle Cotelam pour ouvrir canet aujourd'hui à même. Cotelam fonctionne 7 jours sur 7 et même jour férié. Cotelam, on entretient les gens, on entretient leur argent. www.cotelam.com ou téléphonez au 22 30 61 63, 22 30 61 65. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir? DLN Co-Privé. DLN Co-Privé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact, faites le 31 33 87 87 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44 Ricardou, Tort 65, Carrefour. DLN Co-Privé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Votre avenir professionnel définitivement est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction Trileg, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Christois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci de rester des nôtres. Nous allons poursuivre avec la série des questions et je fais place justement à Marie-Claire Féquière pour sa question. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Henriquez.
Merci de vous être mis disponible pour nous aujourd'hui. Je suis Marie-Claire Féquière et je suis à ma dernière année de formation en affaires publiques et relations internationales. Vous avez pris le soin de faire une petite énumération concernant les éléments constitutifs de notre culture, parmi lesquels la musique. Et je sais que la musique est une combinaison de sons et de paroles avec pour but final d'influencer le comportement d'un public cible avec un message cible. Malheureusement, alors, dans les temps jadis, les musiques que produisaient nos artistes étaient porteuses de messages d'espoir, d'amour, de patriotisme. Mais malheureusement, avec l'évolution de la culture, nos musiques désormais sont messages, sont porteuses de turbulences, nous incitent à la drogue. Et c'est fou de voir à quelle vitesse sont véhiculées les paroles de nos musiques. Et je suis étonnée de voir que la prolifération de ces genres de production musicale n'est pas stoppée, tout du moins elle n'est pas contrôlée. Je suis curieuse de savoir ce que disent et ce que font les entités responsables, les entités concernées à ce sujet. Merci. Bonsoir, Monsieur Pradel. Je suis Sandia Exantus et je fais la fierté de la technique douanière à la USB. Et sachez que je tiens vraiment à vous féliciter pour votre intervention. Et je vous encourage à faire le travail que vous commencez à faire dans la société haïtienne. Monsieur Pradel, le vaudou est considéré en Haïti comme la religion de nos ancêtres. Cependant, c'est une religion qui se trouve toujours en contradiction avec le reste de la population. Dites-nous, quelle est l'importance même du vaudou dans notre culture? Bonsoir, Monsieur Pradel. Bonsoir à tous. Michel, oui. Bonsoir, je suis Michel Salenti Chaudry. Michel Chaudry. Je voudrais que vous nous parliez un peu du panafricanisme dans la société haïtienne, s'il vous plaît. Merci. Alors, je voulais vous dire que la musique n'a pas que des influences négatives sur nous. La musique joue un rôle aussi de distraction, un rôle de loisir aussi. Et que moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis ouvert au monde, à toutes les cultures. C'est une tendance comme ça que j'ai. J'ai tendance à me laisser ouvrir, à rester ouvert à toutes les musiques, hein, même celles qu'on peut qualifier de négatives, entre guillemets. Et parce que ce qui nous manque dans notre société, c'est d'abord l'éducation. Pour savoir identifier cette musique qui est négative. Hein? Et parce que dans une société, c'est pas un idéal avec seulement le bien. Une société, c'est le bien et le mal aussi. Donc la première chose qui manque, encore une fois, ne renvoie pas automatiquement à la responsabilité de l'État, mais ça renvoie à la responsabilité de la société en général, à la responsabilité des institutions en général. Moi, je reviens encore au rôle des familles. Je reviens au rôle des familles. Je reviens au rôle des institutions de formation, au rôle des écoles. Si on était éduqué, si on avait cette éducation qu'il nous faut, ça nous aurait permis d'identifier d'abord ces musiques. Et cette éducation nous aurait permis aussi de voir déjà le côté négatif de ces musiques et d'échapper aux influences négatives qu'elles sont capables de créer sur nous. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Ça veut dire que ces musiques qui font des dégâts sur nos jeunes, le font sur nos jeunes parce que nos jeunes sont livrés à eux-mêmes. Que nos jeunes n'ont pas de défense. Il n'y a pas de défense. Nous vivons, vous jeunes, moi je vous plains parfois, pas de défense, pas de carapace. Il n'y a pas de carapace. Il n'y a pas de carapace. Ça veut dire que ce que je constate, d'abord je le constate du point de vue général. Les médias en général nous envahissent. Donc, le peu que nous avons s'effondre aussi à travers le travail négatif des médias.
mais aussi effectivement l'absence de l'État. Parce qu'au fait, par rapport à la question posée, que fait l'État? Que font les responsables? C'est aux responsables, d'abord, comme je vous ai dit, de déterminer, d'avoir une politique. Une politique, parce qu'au fait, une politique, c'est quoi? Une politique culturelle, c'est quoi? Une politique artistique, c'est quoi? Une politique publique, c'est quoi? Une politique publique s'occupe de son public, hein, de son secteur. Une politique sous-sectorielle s'occupe de ce secteur-là. Une politique culturelle s'occupe du secteur de la culture. Parce que la culture, à un moment donné, était un champ ouvert livré à lui-même. Depuis quelque temps, l'État intervient de manière formelle, de manière organisée, étant donné que le thème, c'est l'organisation du secteur. Donc, quelque part, le ministère, les institutions publiques en général, que ce soit un ministère, que ce soit une secrétaire d'État, que ce soit une direction générale, bien, ces institutions, elles ont pour rôle de repérer, d'établir déjà une politique qui permette l'émergence de valeurs nationales. D'accord? Mais attention, ce n'est pas parce que ce sont des valeurs nationales que ça c'est toujours des valeurs positives. Des valeurs positives. Donc déjà, il faut... Ce qui se faisait dans certaines sociétés, mais qui ne se fait plus ici, ils orientaient les productions. Hein? Déjà au XVIe siècle, à la Renaissance, au XVIIe siècle, les rois, l'État, les rois, les princes, ils orientaient les productions. Les productions artistiques étaient orientées par les commandes. Hein? Par les commandes. Quand, par exemple, vous assistez à un concours, il y a un thème. Donc, vous émergez à partir de ce concours, donc à partir de ce thème. Et donc, vous avez automatiquement une orientation à partir de ce thème-là et à partir de ce concours-là. Donc, vous n'êtes plus dans un champ libre livré à vous-même. Vous entrez dans une logique d'institution. Maintenant, l'artiste qui, aujourd'hui, n'appartient à aucune institution qui est libre, etc. Donc, effectivement, il se retrouve en train de créer entre guillemets, du n'importe quoi, et du n'importe quoi, malheureusement, de lui-même, qui n'est pas censuré, qui n'est censuré nulle part, et qui va très vite. Et qui va très vite, parce qu'aujourd'hui, vous avez les technologies pour ça. Voilà. Donc, quelque part, l'État agit, les institutions agissent, mais ils agissent d'abord du point de vue de la création, hein, en encadrant, en orientant, et puis ils agissent aussi en régulant. Ils agissent en régulant. Dans certains cas, il faut être très prudent. Dans certains cas, ils agissent aussi en censurant. La censure. Peut-être que c'est un mot trop fort parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système démocratique et démocratie tellement vaille que c'est difficile de parler de censure. Mais attention, même dans les sociétés démocratiques, on censurait. Et on censure encore. Voilà. Et le message, ce n'est pas la censure. Le message, c'est l'éducation. C'était ça la précaution que je voulais prendre. Mais je vous ai dit tous les moyens qu'il faut pour limiter les dégâts du point de vue de la création musicale. D'accord? Exantus, la question envoyée au vaudou a son importance dans notre société. Eh bien, je vous ai... À un moment donné, vous avez dit dans la question que le vaudou est en contradiction avec le reste de la société. Alors moi, je dirais que ce n'est pas le vaudou qui est en contradiction avec le reste de la société. Et ce sont quelque part nos élites. Ce sont nos élites entre guillemets. Ça veut dire c'est une certaine hypocrisie de ceux qui décident, des décideurs. C'est une hypocrisie aussi des secteurs d'influence. Hein? C'est aussi quelque part un rejet de soi-même et de son origine. Et que pour parler de l'importance du vaudou, quels que soient les obstacles, aujourd'hui, le vaudou reste partie intégrante de nous. D'abord, et à travers nos comportements, parce que le vaudou va au-delà d'une simple religion. Hein? C'est au-delà d'une simple pratique religieuse. C'est un mode de vie,
c'est une culture. On parlait de culture tout à l'heure, de mode de vie, de façon de vivre. C'est un mode de vie, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Faire pipi et cracher sur son pipi pour ne pas, etc. C'est un réflexe, c'est une... Et puis vous avez tellement d'exemples en ce sens, hein, qui fait que de nos origines africaines, parce que je renvoie à cette dernière question sur le panafricanisme, il ne faut pas oublier que la société haïtienne, parce qu'au fait, je me permets de lier les deux questions, la société haïtienne, c'est une société fondamentalement avec des origines africaines très fortes. Donc le vaudou, en ce sens, va au-delà d'une simple religion, c'est un comportement, c'est un héritage très fort, et qui se retrouve non seulement en nous, même si nous essayons de temps en temps de l'étouffer, mais le vaudou va au-delà de nous-mêmes, il est dans nos pratiques culturelles, dans nos pratiques artistiques, on le retrouve dans nos musiques. Et à un moment donné, vous avez eu toute la musique racine. Je vous ai cité tout à l'heure le Magnum Ben, qui n'est pas une musique, c'est pas le style racine, mais tu sens le groove, comme on dit, dans certains cas, dans certaines compositions. Donc, et puis dans la peinture haïtienne aussi, une grosse influence du vaudou dans la peinture haïtienne, dans la littérature haïtienne, dans les arts haïtiens en général. Donc, ce qui fait que le vaudou, il est présent, il est partout, il est avec nous. Bonsoir, Monsieur Pradel. Bonsoir, les filles. Bonsoir, téléspectateurs. Je suis Robertina Saint-Julien, étudiante en secrétariat de direction trilingue. À travers vos dires, j'ai cru comprendre que la culture, c'est presque la même chose que notre coutume. Est-ce qu'il y existe une différence? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous, les filles. Bonsoir, Monsieur Pradel. Bonsoir, mademoiselle. Je suis Ilan Gerdit et j'ai opté pour une étude en gestion des affaires et protocoles administratifs à la USB. Comme les filles l'ont déjà souligné, Haïti est dans un processus accru d'acculturation. Et selon vous, par définition, la culture est notre mode de vie. Mais si l'on compare notre vie d'avant avec celle qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas parler de syncrétisme en Haïti? Merci. Bonsoir les filles. Bonsoir Monsieur Pradel. Bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs. Je réponds au nom de Hermélie Joseph. Je suis à ma première année en affaires publiques et relations internationales. Vous avez dit tantôt que la culture s'acquiert par la curiosité personnelle et l'expérience. Et on peut considérer les individus comme un patrimoine. Mais, voyant les progénitures d'alors qui ne veulent pas s'asseoir avec les aînés et que leurs expériences vont de mal en pire, comment pouvez-vous parler de culture dans les temps à venir? Merci. Culture et coutume. Merci pour la question. La culture est plus vaste que les coutumes. La culture englobe, c'est un mode de vie, comme je vous ai dit, au sens anthropologique. Donc, vous avez coutume, vous avez religion, vous avez langue, etc. Tandis que les coutumes, c'est un élément. Hein, c'est un élément à l'intérieur de cette culture qui, elle, est très vaste. Voilà. Donc, coutume, au sens synonyme de tradition, hein, ce que nous savons faire, ce que nous avons l'habitude de faire, et qui restent ou qui disparaissent. Hein, parce qu'on a les coutumes qui restent, il y a les coutumes qui restent, il y en a qui disparaissent. Et qui deviennent des valeurs, et qui se perdent ou qui se confortent. Donc ces coutumes-là sont un élément de la culture au sens général. Mais qu'à l'intérieur de la culture, il y a à la fois ces coutumes, il y a d'autres facteurs, hein, les facteurs de religion, les facteurs de langue, les facteurs de création artistique, les facteurs de comportement, d'accord?
Donc, la différence, elle est énorme entre les deux, parce que l'un est un sous-ensemble de l'autre. D'accord? Voilà. Alors, Guerre dit, acculturation, mode de vie, est-ce qu'on vit dans un syncrétisme? C'est ça la question. Et alors, le mot aujourd'hui, c'est le mot métissage. C'est le mot métissage de plus en plus. Effectivement, je crois que la culture haïtienne, telle qu'elle s'est constituée, d'ailleurs, du point de vue anthropologique, avec le temps, des différentes tribus africaines, et de cette transplantation que nous avons vécue de l'Afrique aux Antilles, de cette cohabitation avec différents autres peuples, notamment avec les Indiens, qui étaient là, qui n'ont pas disparu, en réalité. Ils sont là, les Indiens. Ils étaient là, ils sont là encore. Hein? Décimés ou non, mais ils sont là, parce qu'il y a eu un contact avec eux, et qui fait qu'il y a des valeurs indiennes, qu'il y a des pratiques qui sont restées. Mais aussi de cette cohabitation que les différentes colonisations nous ont permis de faire avec les Espagnols, avec les Espagnols, avec les Arabes par la suite, avec les Arabes au XIXe siècle. Aujourd'hui, les Syriens ne sont pas là pour rien chez nous. Les Allemands, les Américains, l'occupation américaine. Haïti, c'est l'Haïtien. Remarquez bien. Moi, je me dis souvent que chaque Haïtien est difficilement haïtien parce qu'il est d'abord universel. Je ne sais pas si vous avez compris la définition. Chaque Haïtien, on est si divers, on est si ouvert au monde, par notre nature même, hein, ce multiculturalisme, hein, toutes ces cultures qui nous ont forgés, qui nous ont formés, ont fait de nous, et ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, l'éducation même, notre éducation même, regardez bien, un jeune, quand il arrive à l'étranger, il s'adapte très vite, il devient top, mais qu'ici, déjà, on critique l'éducation haïtienne, parce qu'au fait, c'est une éducation qui est faite pas pour nous former en tant qu'Haïtiens, mais pour nous former en tant qu'autre chose, en tant qu'autre personne. Mais ça va au-delà de l'éducation, c'est notre passé même. Ce qu'une politique culturelle ou une politique de l'éducation aurait dû souligner, aurait dû comprendre que nous sommes enclins par notre passé, par notre constitution, par notre structure, à un multiculturalisme, à un métissage, à un syncrétisme, que tu as un mélange de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comment cerner, comment une politique culturelle, comment une politique de l'éducation peut cerner ce mélange qui est en nous, ce qui est en train de bouillir en nous. Au fait, c'est une manière de dire que l'haïtien, ce n'est pas ce que vous voyez, Haïti, c'est Haïti et tout le monde, c'est toutes les cultures du monde en nous. C'est les Africains, les différentes tribus, c'est les Indiens, c'est les cohabitations avec l'Europe, c'est l'Amérique, c'est les Arabes, c'est le commerce. Parce qu'en fait, les influences, la culture n'est pas seulement la culture au sens artistique, c'est toutes les pratiques. C'est les pratiques économiques aussi. C'est votre commerce aujourd'hui, c'est votre marché. Comme vous l'observez, l'argent aujourd'hui, le commerce haïtien aujourd'hui, c'est parfois les Haïtiens, mais c'est beaucoup plus de sorte que le supermarché ici, on vous dira que c'est les Syriens, c'est les Arabes. Hein? C'est un champ réservé à... Et celui qui se met dans ce champ, ben, il est tout de suite... il aura des problèmes. Donc voilà une manière d'être, mais je dis bien d'être,
que nous avons appris à cultiver. Et qui fait qu'aujourd'hui, moi je dirais, au lieu de prendre ça dans le mauvais sens, je dirais que l'haïtien par définition a en lui le germe même de la tolérance, de la diversité culturelle. Moi je le prends de cette manière-là. Transmission entre les générations. Dernière question, Hermélie. C'était... Il y a une telle rupture entre les générations. L'avenir aujourd'hui, tel que moi je vois là, et alors ce que les gens parfois ne disent pas trop, il y a des cultures qui disparaissent, il y a des peuples qui ont disparu. Moi j'ai envie de me dire si on continue comme ça, si on continue comme ça, hein, comme je vois là, je ne sais pas vous ce que vous voyez, si vous voyez comme moi, je ne sais pas si ce que je vois, vous le voyez aussi. D'ailleurs, vous l'avez souligné, une forte acculturation, une absence de l'État à tous les niveaux, en particulier au point de vue culturel, parce que quelqu'un parlait de la musique et de régulation de cette musique. Moi, je parlais de droits des artistes qui n'ont pas. Et c'est un champ libre aujourd'hui que nous avons là. Et puis, dans ce champ libre, les anciens qui rompent sans le savoir avec les jeunes, qui eux rompent sans le savoir ou consciemment avec les anciens. Donc l'avenir, il est... Je m'inquiète. Hein? Donc en ce sens, je crois que les jeunes ont un intérêt à se rapprocher des aînés, et les aînés ont une responsabilité morale envers les jeunes. Monsieur Pradel, il faut croire que j'ai aimé votre petite anecdote qui nous fait comprendre que notre culture, c'est aussi notre conscience qui nous juge et qui nous interpelle à la fois. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi une émission conçue au cadre de la culture et justement notre thème débattu aujourd'hui, c'était l'organisation du secteur culturel en Haïti. Vous avez pu voir les filles savourer leur soif de connaissance à la science de Monsieur Pradel. Les filles auxquelles je demande un grand applaudissement pour Monsieur Pradel. De vibrants appels vous sont lancés, mesdames, messieurs, pour apprécier votre culture et pour que vous soyez fiers de votre identité. Nous avons eu avec nous l'ancien directeur du ministère de la Culture et l'actuel directeur exécutif de projet chez les petits frères et petites sœurs de l'Incarnation. Mesdames, messieurs, il vous a fait votre plaisir à l'issue de cette présentation qu'il nous a apportée. Mesdames, chères postulantes, aidez-moi à reprendre le thème de la 5e édition du concours Miss USB qui aussi se voit dans le thème de notre présentation aujourd'hui. Jeunesse haïtienne. Encore une fois, jeunesse haïtienne. Je vous invite encore à applaudir M. Pradel qui s'est rendu disponible pour nous. C'est sur ces notes que nous mettons fin à cette émission. On vous dit au revoir et à bientôt. De grands talents, ils sont cachés parmi les dames de